Avant la guerre, j'ai connu Daumont, c'était une petite ville. Et puis, ma foi, ça vivait tranquillement. Il y a beaucoup d'agriculteurs avant la guerre. Il y avait beaucoup de bûcherons à Daumont, beaucoup de personnes qui travaillaient dans les briqueteries, et il y avait beaucoup de fermes. J'étais gamin et je ne me rendais pas tellement compte de l'émoi qu'avaient les adultes. À cette époque, c'était la fête au Bas Daumont. Ça avait brisé la joie de la fête de Daumont. J'ai été fiancée, donc mon fiancé était déjà militaire. Et à l'annonce de la guerre, ça m'a fait un choc, évidemment. Et puis j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer de nous comme de lui? Classes disponibles à l'époque qui partaient, c'était terrible. J'ai assisté, moi, je suis descendu à la gare de Daumont comme on était jeunes avec des copains par curiosité pour voir, et on voyait les femmes pleurer, c'était terrible. J'avais déjà mon fils aîné qui était parti en Allemagne, et j'ai eu mon mari appelé après, un mois après. Ben, la guerre a changé beaucoup de choses puisqu'elle a bousculé chez nous comme chez les autres la famille. On est parti jusqu'entre la ligne Maginot et la ligne Siegfried. On a été là-bas tout l'hiver, le fameux hiver 39-40. Oui, ça a été l'hiver le plus froid, ça, 39-40. Moi, je sais quand je vous dis, on prenait la gare tous les demi-heures. Hein. Le pain, on le coupait à la hache, d'ailleurs. J'avais à côté de moi Louis Aragon, le poète. Il était docteur auxiliaire. Alors, il faisait le premier pansement des blessés qu'on ramenait. Quand il y avait à faire des pansements tout de suite. Nous, les chars, chez nous, ils avaient ordre de rester à tous les ponts. C'était soit de se faire prisonnier ou de se faire sauter avec le pont. Chacun levait les bras, hein, il n'y avait plus d'autre solution. Quand les Allemands ont envahi la Belgique, alors on a commencé à voir les réfugiés de Belgique qui passaient sur la route nationale numéro 1, là. Et mon grand-père et ma grand-mère m'ont envoyé donner du lait à ces gens-là. Alors, ils étaient contents, forcément. C'était affreux à voir l'exode des gens belges, c'était affreux. Il y avait ils avaient emmené leurs bêtes. Et ils avaient mis des pansements, des vieux sacs de pommes de terre à nos pattes des vaches. Il y avait des enfants handicapés, il y avait des vieillards qu'on traînait dans des poussettes. C'est horrible. Alors nous sommes partis de Daumont, mon père, ma mère, ma sœur et puis moi, avec un vélo à la main, jusqu'à Saint-Denis. Et de Saint-Denis, nous sommes partis jusqu'à Étampes à pied. Mes parents sont partis à pied de Daumont avec une brouette, mon père et ma mère, chacun une brouette.
Et ils ont atterri, je crois, du côté de Chartres. Quant à moi, je suis parti avec des petits copains de Daumont, à vélo, et on est allé à Clermont-Ferrand. Ma mère, avec mon petit frère dans une poussette, on l'a pu retrouver. On ne savait pas. Elle nous cherchait d'un côté et nous, on la cherchait. Moi, j'étais restée avec les gens de Daumont, puis une sœur et un frère. Et on s'est revus à Daumont. 2-3 jours avant, je suis arrivée. À Daumont, elle n'était pas là et elle arrivait 3 jours après, elle. Quand elle nous a vus là, elle nous croyait dans le bombardement tués, puisque c'était en plein bombardement, on l'a pu trouver. Et elle nous a pu trouver, elle nous cherchait partout. Quand on a vu qu'à Daumont, il n'y avait plus de boulanger, il n'y avait plus rien, hein, ma mère, elle a dit, on était 4 enfants, il faut qu'on parte. Hein. Il n'y avait pas de pain, parce que je crois qu'il n'y avait pas l'eau, parce qu'il fallait avoir de l'eau pour faire le pain. Ah, l'eau, elle avait été coupée. Et c'est au petit matin que nous avons vu arriver les Allemands. J'étais sur place. Et là, ma grand-mère, qui est suisse-allemande, qui comprend l'allemand, a entendu un officier en furie en disant qu'il allait brûler Daumont, ceci, cela. Et lui a dit, monsieur l'officier, ne vous fâchez pas, je vais vous faire barouillade d'eau. Et ils ont vécu sur cette eau pendant au moins 4-5 jours. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que Daumont serait sauvé. Parce que quand ils ont demandé à ma grand-mère où étaient les bêtes, ces bêtes à elle, pour ne pas qu'on lui prenne, elle a dit, mais vous savez, j'en ai partout. J'en ai à droite, à gauche, là, 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 là. Alors l'officier a dit, eh bien dans ces cas-là, nous ne prendrons jamais aucune bête à Daumont. Plus tard, on a vu passer des prisonniers français, hein, des colonnes de prisonniers français, avec les Allemands autour. Ils étaient avec leurs baïonnettes, comme ça, pour pas qu'il y en ait un qui se sauve. Hein. Le phénomène d'avoir beaucoup de prisonniers a été quelque chose de difficile à supporter pour la population. Et il a fallu beaucoup de courage aux femmes qui se retrouvaient seules. La vie quotidienne, elle a été difficile à organiser. La première année, on était complètement désorganisés parce que personne n'avait prévu une chose pareille. Et c'est vrai qu'on a souffert l'hiver 40-41, tout le monde a souffert à outrance. Hein. La faim, parce qu'on ne s'était pas organisé. On a eu très, très, très froid. Très froid. On a eu même les murs de la salle où couchait mon fils qui ont été givrés pendant au moins 2 mois. Le givre n'arrivait pas à fondre parce qu'on ne pouvait pas faire assez de chauffage. Et le peu de chauffage qu'on avait, c'était avec du bois vert. Ça dégageait pas de chaleur. Et on n'avait pas de gaz. Hein. Et le charbon, c'était plutôt rare. Hein. Pour avoir une paire de chaussons ou un vêtement, il fallait donner un ticket. Eh bien, chaque mois, on avait une distribution de cartes d'alimentation à la mairie. Il n'y avait pas grand-chose avec les cartes d'alimentation, un petit morceau de pain, de 300 grammes, je crois, 350 grammes, je ne sais plus. Et c'était tout. Au début, on ne savait pas, on prenait trop de pain et après, il n'y avait plus de tickets. Et les boulangers n'en donnaient pas sans ticket. Hein. Je peux me rappeler qu'une fois, il est sorti pour la semaine un ticket de 48 grammes de viande. Vous savez, si ça tombait sur le pied, ça ne vous faisait pas un bleu. Hein. Ma mère s'était privée parce que, vous savez, elle avait toujours mangé. Elle disait toujours, moi j'ai mangé, mangez maintenant. Et c'était pas vrai. Hein. Et d'abord, elle en était même tombée malade. Hein. Ma mère faisait 3 heures de ménage chaque matin et son salaire de la matinée payait le pain et le lait de la journée. Au moment de la moisson, nous allions glaner avec mon frère. Nous prenions la brouette et puis on allait jusqu'au Ménil-Aubry, jusqu'à Mareil en France, enfin dans toute cette région. On passait dans les champs pour ramasser les petits épis qui avaient été cassés, ou enfin tout ce que l'on pouvait trouver comme blé dans les champs. Puis, il fallait bien sûr le battre pour sortir le grain, et on le tournait dans le moulin à café pour avoir la farine, et maman nous faisait du pain. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent la touche d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix.
couvre-feu était à 9 h, on ne bougeait plus de notre maison. Hein. Radio Londres était tellement important pour tous que l'on arrivait à se réunir entre voisins. Et pendant ce temps-là, nous, on écoutait sur la route s'il n'y avait pas de bruit de bottes. Et dès que l'on entendait les bruits de bottes, on filait vite les prévenir pour qu'ils arrêtent le poste. Papa, quand il voyait un Allemand, il blêmissait, tout le temps. Ça lui a toujours fait cette impression-là. Il en avait peur. Il en avait vraiment peur. On ne les aimait pas, hein. Mais on filait tout droit, on avait tellement peur. Quand les Allemands défilaient, alors, avec des petites copines, nos copines d'école, on marchait derrière eux et on chantait avec eux. Il y a un Allemand qui souriait de nous voir. On l'appelait papa, parce qu'il nous disait « moi, papa », voilà, c'est ça. « Moi, papa, moi aussi je suis papa ». En tant que petite fille, non, ils ne nous faisaient pas peur. Je vous dis, c'est la remarque. Ils avaient eux-mêmes des enfants. Ils nous disaient qu'ils n'avaient pas demandé la guerre. Et, il y avait des vieux, hein. Mon beau-père, qui travaillait à la briqueterie à l'Essencier, était contremaître. Après l'Exode, il s'est dit, on va faire un abri. À un moment, on était au moins une vingtaine là-dedans, peut-être plus même. Il y a eu les bombardements du camp de Berne, la Chapelle, et puis des tas de bombardements autour. Alors là, moi je tremblais, hein. J'étais malade, je faisais des crises de nerfs à chaque fois. On se réfugiait au sous-sol, mais c'était pas une sécurité. Mais je faisais des crises de nerfs à chaque fois. Hein. Puis il n'y a pas que moi, mes sœurs aussi. Non, on a eu très peur. À l'époque, il y avait une loi qui avait été votée et qui disait que les ouvriers, les salariés, devaient partir pour travailler en Allemagne et que chaque ouvrier qui partait remplaçait un prisonnier qui rentrait. C'était faux, bien sûr, mais beaucoup de choses sont toujours fausses. Et j'ai été comme d'autres, j'ai été présenté rue Lafayette et mon père m'a accompagné. On m'a dit que j'étais désigné pour partir à Berlin. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Il faut dire que là-bas, on avait écouté le message de Gérald de Gaulle le 18 juin. Et alors, on a pris l'engagement entre nous de rentrer dans la résistance. Il a fallu organiser la résistance. On avait une haine contre les Hitlériens. C'était ça surtout. Et nous, on retournait les bancards. Alors, c'est le premier travail de la résistance. Hein. Ensuite, on a tiré des tracts qu'on a mis dans les boîtes aux lettres la nuit. On a coupé les fils électriques, on a mis des clous sur les routes nationales, tout ça. Comme beaucoup de jeunes qui partaient en Allemagne, on a été convoqués. J'ai passé la visite à Enghien et j'étais bon pour le service. Il fallait que je parte en Pologne. Ils m'attendent encore. J'ai jamais mis les pieds en Pologne. Mais alors là, plus de carte d'alimentation, plus rien. C'était la misère, il fallait se défendre. Mon camarade Robert Boudon, qui travaillait au PTT avec moi, a eu le même cas en même temps que moi. Alors de là, un soir, il discutait. Ses parents tenaient le café, le petit Robinson. Et puis il y avait un monsieur Dumarcel, qui était là. Il a discuté avec lui, justement, de choses et d'autres, de ça, des événements de l'époque, quoi. Et puis il lui a demandé s'il voulait rentrer dans la résistance. Je suis rentré avec lui dans la résistance. D'ailleurs, c'était mon chef de groupe, Robert Boudon. Après le couvre-feu, naturellement, parce que c'était pas facile, tu sais, à l'époque, il fallait choisir son moment. On ne pouvait pas le faire avant le couvre-feu parce qu'il passait plein de monde, donc il fallait le faire après.
Nous avons détruit toutes les lignes de téléphone qui se trouvaient là. Il y en avait au moins 60 lignes qui reliaient la commandanture de Daumont, le fort de Daumont et d'autres commandantures. Enfin, tout a été détruit. Nos camarades, Gilbert Boudon et Monsieur Maté, pendant ce temps, dans les nids de poules, tu sais, les routes étaient mauvaises à l'époque. Il y avait des nids de poules, ce qu'on appelle un nid de poule, c'est des petits creux sur la route. Dans ces petits creux, ils mettaient des queues de cochon. Des queues de cochon, c'est des morceaux de ferraille avec plein de pointes. Alors quand les Allemands venaient à la maison, ou même la police française, ils avaient ordre aussi de venir, ils demandaient à ma mère, mais votre fils, elle disait, mon fils est parti en Allemagne. Si on était pris, il y avait la torture, et sous la torture, n'importe qui. Il faut vraiment être fort pour ne pas dénoncer ses camarades. Parce que ceux qui disent qu'ils n'ont pas eu peur, c'est pas possible. Moi, je pensais toujours à ma femme et puis à mes deux gosses. J'avais deux gosses en bas âge. Et ma petite fille, elle avait 2 ans, puis mon fils, il avait 7 ans. Hein? Alors j'y pensais toujours, parce que je pensais toujours être pris, il n'y a pas eu d'histoire. Hein. La Gestapo avait mon dossier, c'est-à-dire que la police française a transmis mon dossier à la police allemande. Alors, il fallait se sauver. Ma femme, je lui dis à ma femme, mais où c'est que je vais partir? Je ne sais pas où aller. Elle m'a dit, si on voyait l'abbé Guyot. J'ai connu M. Michel, j'ai connu Mme Michel, et j'ai connu le petit garçon, le neveu, je crois, c'était. Paraît-il qu'il travaillait dans les champs, il était vers la Croix-Martin. Et puis il a su par quelqu'un qui a dû lui dire, tiens, ils sont en train d'arrêter ses parents, son oncle et sa tante, c'était, je crois. Le petit môme, paraît-il qu'il a cavalé, puis il a été pris aussi. On était vers le soir, et puis tout d'un coup, on a entendu beaucoup de voitures, des portes. Alors, il faisait beau, c'était l'été, on est sortis dehors, puis c'était vers la cour du pharmacien. Moi, j'étais dans cette cour-là, la première cour, l'autre c'était la grande cour, et on s'était mis en retrait pour regarder ce qu'il y avait, et c'est là qu'on a entendu donc des cris, ça hurlait, on ne regardait pas trop, vous savez, on entendait parce qu'on n'osait pas, parce qu'on a aperçu, moi j'ai aperçu c'était des hommes avec des grands manteaux, là, la Gestapo. Donc, ils les ont poussés. Ça a hurlé terrible. Et puis après, quand les voitures sont parties, c'était fini. On a entendu un calme, comme si c'était... Puis malheureusement, ils ne sont jamais revenus. Il me disait toujours, Gilbert, quand je serai grand, j'irai danser avec toi à la Croix-Blanche. Il était gentil, ce petit. C'est dommage. J'étais très bien avec les Lignéviels. J'ignorais absolument que ces gens-là étaient juifs. À ce moment-là, on ne faisait pas tellement de différence. C'est les Allemands qui nous ont appris à faire la différence avec les Juifs. On ne faisait pas attention. Pour moi, c'était des Français. Le papa travaillait dans la banque, la maman faisait la popote. Pour moi, c'était des Français. Et je voyageais avec le fils qui s'appelait Jean. Et je montais toujours avec lui, son étoile. Mais il y a des fois où il essayait de la cacher. Je lui disais, non, Jean, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas, tu vas te faire prendre. Et puis un soir, à la gare de Daumont, nous revenions tous ensemble et il y a quelqu'un qui est venu lui dire Jean, ne rentre pas, il y a la Gestapo chez toi et ils vont vous emmener. Et il n'y a rien eu à faire, il s'est débattu et on ne l'a jamais revu. Madame Nézis, qui a perdu son mari, qui habitait rue Brocard, et pendant qu'elle était partie au marché, les Allemands sont venus chercher son mari. Quand elle est revenue, bon, après, quelque temps après, pareil, elle était absente, elle est revenue, ils avaient enlevé sa fille de 20 ans. Tout d'un coup, on a vu un avion qui s'est ouvert en deux au-dessus du clocher, en feu. Et puis on a entendu une explosion. Donc, si vous voulez, l'avion est tombé un petit peu après le cimetière, là, dans les bois. Donc à 11h30, quand nous sommes sortis de l'école, au lieu de rentrer chez moi, j'habitais en face, ben, qu'est-ce qu'on a fait avec des camarades?
On est grimpé là-haut au cimetière pour voir cet avion. Et alors après, évidemment, il a fallu sortir les pauvres soldats qui étaient là-dedans. C'était des Canadiens. Ils étaient 4. Et puis alors ça a été dur, je vous assure. Les pauvres pompiers, ils en ont bavé pour... ils étaient là-dedans, il fallait les sortir morceau par morceau. Et quand les Allemands sont arrivés pour les mettre en bière, ils n'avaient que 3 cercueils. Et ils étaient 4. Alors il a fallu tasser dans chaque cercueil. Alors l'abbé Guyot, il a dit aux Allemands, les Allemands étaient en train de piétiner les gars dans un cercueil. Alors ma femme a dit, c'est horrible ce que j'ai vu. Alors l'abbé Guyot est intervenu, il a dit, chez nous en France, on n'enterre pas les gens comme ça. Alors le prêtre s'est avancé, il a dit, pardon messieurs, aujourd'hui c'est leur tour, mais demain ça sera le vôtre. Nous, avec des camarades, on avait décidé d'aller pique-niquer à l'endroit qu'on appelle les plâtrières. Et on était en train de pique-niquer quand on a entendu tirer des coups de fusil. On se trouvait sur la place de l'ancienne mairie, quoi, avec 3-4 copains, avec Robert Meunier, là. Comme tous les gosses, quoi, quand on entendait du boucan dans le bois, ils sont venus en vélo. Mon mari voulait y aller en vélo. Et puis son copain lui a dit, oh non, non, prête-moi ton vélo, prête-moi, moi je vais y aller, je vais aller voir. Hein. Alors j'ai voulu prendre le vélo et lui, Robert, a été plus rapide que moi. Il a pris le vélo et il a été voir au 4 chaînes et d'un seul coup, on nous annonce qu'il avait été publié. Les Allemands se sont servis de ce point des 4 chaînes pour fusiller 20 et quelques otages, qui étaient, certains étaient des résistants et d'autres n'étaient pas des résistants, ils avaient été ramassés au hasard. Quand les Allemands sont partis de Daumont, ils sont descendus ici, l'avenue Jean Jaurès. Chose curieuse, ils étaient tous en vélo. Et ça déferlait dans l'avenue. On n'avait pas le droit d'ouvrir nos volets. On était donc dans le noir. Et dans notre sous-sol, pas que nous, hein, les voisins faisaient pareil. On préparait nos drapeaux français parce qu'on savait que ça allait être... On écoutait Radio Londres. Hein. Alors on savait que c'était ils allaient partir et on teignait nos drapeaux. Les cloches sonnaient, on savait que c'était la libération. Ils nous envoyaient ce qu'ils pouvaient, du haut de leur char, chewing-gum, des cigarettes, même un peu de chocolat. Alors là, ils ont été acclamés. Avant, on était tous heureux, vous pensez que tout le monde chantait. Tout le monde a sorti ses tambours, ses clairons, ses trompettes, les cordes de chasse, il y avait tout. Et on a fait tout le défilé autour de Daumont. Ah, c'était la fête. Ah oui, là, ça a été la fête. Les Américains, on avait fait des prisonniers. Ils avaient mis dans l'ancienne mairie de Daumont, l'ancienne mairie. Ils sont sortis les bras sur la tête. Alors, à la Libération, on a donné 2 jours de pain sans ticket comme on avait promis à la population. On a fait ce qu'on a pu en mairie parce qu'on n'était pas riches. On était tous contents, il n'y a pas à dire. Hein. On était vraiment... Ah oui, toutes les copines et tout, là, vraiment... Moi, j'avais plus de nouvelles du tout de mon fiancé. Et ma mère m'attendait à la porte de la maison en me disant « Viens, Marcel, t'as une surprise ». Et la surprise, c'était mon fiancé. Mais alors, quand je l'ai vu, ça, je suis restée, j'ai rien pu lui dire. Il était dans un état de saleté, puis alors maigre. Parce qu'il est revenu, c'était un garçon qui était assez fort, hein. Il est revenu, il pesait 30 kilos.
Il a été prisonnier à la ligne Maginot. Et de là, et après, il est parti en Allemagne, évidemment. Il s'est évadé 7 fois, mais la 7e fois, il a été pris à Beauvais par la milice Pétain, et c'est de là qu'il a été condamné, et il a été à Auschwitz. Le plus dur pour moi, il dit, c'est d'avoir vu des enfants, des petits-enfants. Il leur faisait creuser le trou pour mettre leurs camarades, qui étaient à peine morts. Il dit ça je ne pleurerai jamais ces choses-là. Les jeunes, quand on leur parle de notre temps, ils disent « Oh, vous, les vieux, voilà ce qu'ils nous disent. Vous avez toujours des choses à dire. » Voilà. Parce que la jeunesse à l'heure actuelle n'a pas de boulot. Je voudrais leur dire qu'ils se rassemblent. Et puis qu'ils fassent comme on a fait, nous les anciens, qui s'unissent. De façon à pouvoir retrouver la liberté et du travail surtout. Les jeunes, ils ne veulent pas nous croire quand on leur dit quelque chose. Alors, on leur dit plus rien. Les jeunes, faut pas qu'ils aient peur. Faut faire confiance à l'avenir quand même.